Madame la Première Dame du Mali, Madame Keïta Aminata Maïga, épouse du chef de l'État, marraine de l'événement, présidente de l'ONG Agir, Monsieur le parrain de l'événement, le professeur Diongounda Traoré, ancien chef d'État du Mali, Monsieur l'ambassadeur du Sénégal au Mali, représentant la Première Dame du Sénégal, également marraine de l'événement, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mesdames, Messieurs, membres du gouvernement du Mali, Excellences, les ambassadeurs ici présents, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers membres du jury, Monsieur le directeur général de l'ORTM, Monsieur le président de l'ACC Action pour la conscience citoyenne, Monsieur le directeur général de S2C Sénégal, Mesdames, Messieurs les encadreurs et membres des équipes en compétition, chers partenaires, Mesdames, Messieurs, bienvenue ici au CICB, Centre international de conférence de Bamako, pour être les témoins privilégiés et historiques d'un projet. Le débat panafricain, le profil du citoyen au Mali, le débattant au Sénégal. Bienvenue donc dans notre arène pour un combat inédit, un combat où seuls les mots sont permis, un combat d'idées entre deux pays qui jadis partageaient le même drapeau, réunis au sein d'une même fédération, la Fédération du Mali. Cette joute oratoire, sous-régionale voire continentale que nous nous apprêtons à lancer découle des synergies ACC, Agir, S2C, Sénégal et ORTM. Après débattant au Sénégal le profil du citoyen au Mali, sous l'impulsion de la Première Dame du Mali, Mme Keïta Aminata Maïga, et bien que les Premières Dames d'Afrique appellent aujourd'hui la Première Dame la plus démocrate des Premières Dames, grâce bien sûr à son concours pour la réussite de cet événement. Place aujourd'hui donc au trophée des Premières Dames de la zone UEMOA initié par la Première Dame du Mali, qui a vu en ce projet une occasion opportune pour le continent, celle de donner à sa jeunesse la possibilité de prendre en main sa destinée, de ne plus être des bénis-oui, mais être des décideurs, des acteurs de leur propre développement. Que nos actes ne nous soient plus dictés, imposés, parce que nous les avons décidés bons pour nos peuples. Cette œuvre salutaire et exemplaire, qui fera cas de leçon, doit être désormais un tremplin pour le continent, pour l'Afrique. Les deux pilotes de ce projet, le Mali et le Sénégal, vont donner tout à l'heure le coup d'envoi en se défiant sur un thème ô bien combien important. La fédération sénégalo-malienne, ou si vous voulez, maliano-sénégalaise, aurait-elle été profitable aux deux pays? Alors, pour respecter, mesdames et messieurs, l'ordre des choses, le Sénégal se positionnera dans le non, puisque le Sénégal a été le premier à demander à partir de la fédération. Et le Mali défendra le oui, car convaincu de l'importance de la fédération d'alors. Mesdames, Messieurs, avec votre permission, je voudrais qu'ensemble, nous nous levions pour faire un standing ovation à la Première Dame du Mali, grâce à qui nous sommes là ce matin. Merci beaucoup. La fanfare, si vous êtes prêts, nous allons donc nous remettre à vous pour les hymnes des deux pays. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, les hymnes.
Tout à l'heure, nous allons écouter le mot de bienvenue de l'ACC, qui sera lu par son secrétaire général adjoint, Bani Touré. Ensuite, nous écouterons l'intervention de S2C Sénégal, puis l'intervention du directeur général de l'ORTM, puis l'intervention également du représentant de Agir, qui est donc le coordinateur de l'ONG Agir. Je vais donc appeler pour prendre la parole devant vous pour son mot de bienvenue, le secrétaire général adjoint de l'ACC. C'est un honneur pour l'ACC et Agir d'écrire ce matin une nouvelle page de l'histoire du continent africain, qui est celle du rapprochement des États africains par le débat à thème. Débattre autour d'idées et de thèmes ayant une influence directe sur nos modes de vie, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas du bavardage stérile, mais plutôt une forme de pédagogie et une confrontation nécessaire à l'éclairage du plus grand nombre. Sachez qu'il arriverait un jour où les mots auront plus de force que les armes. Je suis sûr que, mis à part nos pères et mères qui nous ont fait l'honneur d'être à nos côtés ce matin, peu d'entre nous savent en quoi a consisté la Fédération sénégalo-malienne. Avec votre permission, je souhaite en ces lieux rendre un hommage solennel à deux grands hommes de l'histoire contemporaine africaine, qui sont Feu son Excellence Léopold Sédar Senghor et Feu son Excellence Modibo Keïta, respectivement premier président du Sénégal et du Mali, un tandem qui déjà avait compris que dans un monde en perpétuel changement, on était plus fort à deux et plus que seul. Je ne saurais terminer mon discours sans rendre un hommage solennel à Madame la Première Dame du Mali, Madame Keïta Aminata, une mère, une femme de cœur qui, mieux qu'elle, connaît l'importance d'une jeunesse responsable, attentive et prenant toute sa part dans l'édification de la nouvelle Afrique dont elle héritera. C'est le lieu de la remercier chaleureusement pour son implication personnelle. Un hommage solennel à son Excellence Dioncounda Traoré, dont la présence ici ce matin n'a rien d'un hasard. Elle dénote de son engagement pour le Mali et l'Afrique et son attachement à la jeunesse africaine. Il a été décisif à un moment clé de l'histoire récente malienne. C'est le lieu de lui dire toute notre reconnaissance. Monsieur le Président, merci. Une mention spéciale au secrétaire général de Action pour la conscience citoyenne ACC, M. Ndiaye Daouda, affectueusement surnommé Barclay, et à tous les membres de l'ACC, un exemple de persévérance. Il a su tendre la main à travers le sport, les arts et la culture à ceux qui étaient laissés pour compte, en imposant le bras de fer sportif comme sport national. Aujourd'hui, ACC et Agir sont en train de faire du débat inter-État un outil d'intégration. Vive le Sénégal, vive le Mali, vive l'amitié entre le peuple, vive le débat, vive le panafricanisme, pour que voient le jour les États-Unis d'Afrique. Merci. Honorables invités, l'idée est venue tout simplement au Sénégal. Vous savez que ce qu'on voit à la télé, ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Les gens perçoivent les Africains comme des gens qui adorent la danse, le folklore et autre chose. On s'est dit, pourquoi ne pas impulser un nouveau souffle? Et ce nouveau souffle ne peut commencer qu'à partir de la jeunesse. C'est pourquoi on a eu cette idée. J'ai été contacté par M. Daouda Ndiaye, qui voulait faire la même émission ici au Mali. Et c'est comme ça qu'est née l'idée
de faire un débat panafricain. Mais tout d'abord, je voudrais remercier Madame la marraine. Sans elle, aujourd'hui, on ne serait pas là. Rien qu'à voir les efforts que Madame Keïta a eu à faire, je me dis qu'il y a des raisons d'espérer en Afrique. Il y a vraiment des raisons d'espérer. Et il faut le dire. En Wolof, au Sénégal, on dit « Kou def lu rëy am lu rëy ». Ça veut dire que qui fait quelque chose de grand a quelque chose de grand. Et aujourd'hui, je ne serais pas honnête si je ne lui rendais pas hommage. Aujourd'hui, on est là. La délégation sénégalaise est entièrement prise en charge. Merci beaucoup à Madame Keïta. Et enfin, projetez-vous dans 2 ans ou dans 1 an. On voit tout le temps la Coupe d'Afrique des Nations de football et consorts. Mais pourquoi pas la Coupe d'Afrique du cerveau? Pourquoi pas la Coupe d'Afrique des bâtons? Mais merci à tout le monde et que vive l'Afrique. Merci beaucoup. C'est donc un grand plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de la production de l'émission Profil citoyen. Un rêve Profil citoyen longtemps caressé par des jeunes, mes prédécesseurs l'ont dit, et grâce à la détermination, à l'engagement et à la constance d'une dame, j'ai nommé Madame Keïta Aminata Maïga, ce rêve se concrétise et devient aujourd'hui une réalité en devenant une émission qui occupe aujourd'hui une place de choix dans la grille des programmes de la télévision nationale. Une initiative d'éducation civique, une action citoyenne qui cadre parfaitement avec les objectifs que les plus hautes autorités ont assignés à l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Il s'agit, entre autres, d'ouvrir des plages de débat démocratiques permettant au plus grand nombre de s'exprimer, de critiquer et proposer des alternatives pour un Mali émergent dont nous rêvons tous. Madame la marraine, vous avez décidé d'étendre l'initiative à la jeunesse de la sous-région, emboîtant ainsi le pas au père fondateur de notre cher pays, mettre le Mali au service de l'intégration africaine. Mesdames, Messieurs, en vos qualités, rangs et grades, permettez-moi tout d'abord, au nom de Madame Keïta Aminata Maïga, Première Dame du Mali, présidente de l'ONG Agir, d'adresser mes vifs remerciements à tous ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence ce débat panafricain opposant les étudiants sénégalais aux étudiants maliens. À travers ce programme, Agir avec ses partenaires compte renforcer son engagement pour une meilleure école, une meilleure éducation au Mali. En effet, l'ONG Agir, depuis sa création, s'est investie dans l'éducation sans laquelle aucun développement n'est possible. C'est ainsi qu'elle a créé la Maison de l'Environnement et ses antennes dans les régions, les classes R, enseignement des valeurs olympiques, amélioration du cadre de vie, centre de formation pour les jeunes filles, etc., etc. Distingués invités, c'est le lieu de remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans les 2 premières éditions dont les thèmes ont porté sur la démocratie et la médiation. Mais surtout remercier nos frères sénégalais qui n'ont ménagé aucun effort pour être avec nous aujourd'hui. L'exercice n'était pas du tout facile, mais quand on veut, on peut. Merci également au parrain qui a tout de suite accédé à notre demande, ainsi qu'aux membres du jury et son président. Bienvenue à Monsieur le ministre Sommet. Toute notre gratitude
à nos sponsors et bien entendu, bien sûr, l'ORTM, qui est partie prenante de cette grande aventure intellectuelle. L'ONG Agir espère que cet exercice, dénommé Trophée des Premières Dames de l'UEMOA, contribuera à promouvoir l'excellence dans nos universités et à encourager l'échange interuniversitaire dans la zone UEMOA, tout en inspirant les jeunes Africains à la recherche de plus d'excellence dans toutes leurs actions. Bon débat aux candidats et c'est l'Afrique qui gagne de toute façon. Merci pour votre aimable attention. Merci. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, à présent, après la partie officielle, nous allons tout à l'heure commencer avec le débat. Un débat, une discussion ou un ensemble de discussions sur un sujet précis ou de fond à laquelle prennent part des individus ayant des avis, des idées, des réflexions, des opinions plus ou moins divergentes. Un débat peut s'exprimer sous diverses formes. Vérité révélée contre vérité argumentée. Le débat est l'un des plus difficiles qui soit, précisément parce que la révélation exclut en principe l'idée même du débat. Eh bien, si les débats politiques se résument trop souvent à des dialogues de sourds pour pensées muettes, vos débats, à vous, chers débatteurs, doivent instruire, réveiller en nous les enfants endormis pour une Afrique responsable. Et si un adversaire politique n'est pas un ennemi, mais plutôt un partenaire de débat démocratique, alors vous devez vous aussi être des partenaires du futur pour ensemble réussir le pari de demain. À présent, prenons connaissance du jury. Ils sont au nombre de 5. 2 du Mali, 2 du Sénégal et 1 du Burkina. Le président du jury, il s'appelle le professeur Maxime Sommet, de Burkina Faso, docteur d'État ès-lettres, options politiques éducatives et linguistiques, maître de conférences en sciences du langage, éditeur et écrivain, ancien ministre chargé de l'enseignement technique et formation professionnelle du Burkina Faso. Merci d'être parmi nous. Monsieur Adama Samasekou, président du réseau Maya, réseau mondial pour la diversité linguistique, président honoraire du Conseil international de la philosophie et des sciences humaines, ancien chef du département de linguistique de l'Institut des sciences humaines du Mali, ancien président de l'Académie africaine des langues et ancien ministre de l'éducation du Mali. Monsieur Gaussou Drabo, journaliste, ancien directeur de l'AMAP, ancien ministre de la Communication, ancien ambassadeur du Mali en Italie, actuellement membre de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, appelée la HAC. Merci également à vous. Madame Diop vous nous la présentez. Bon, on a déjà Madame Diop, qui est docteur en sciences sociales. Et puis on a Monsieur Ousmane Diagne, qui est aussi docteur en langue. Voilà. Merci à Chez Silva. Nous allons commencer le débat. 5 minutes pour l'introduction chacun. D'abord le Mali, le oui et le non, le Sénégal. 10 minutes pour l'introduction. Après donc les introductions, chaque débatteur passera pour 3 minutes pour donner son argumentation et essayer de convaincre le jury. Et sachez que le meilleur orateur sera primé aujourd'hui en plus de la meilleure équipe. Et il est formellement interdit les égards de parole. On doit respecter chacun d'entre vous. Vous devez aussi respecter ce public ici présent et le public qui nous suit à la maison, puisque je le dis, je le répète, vous êtes les leaders, les décideurs de demain. Ça commence aujourd'hui. On peut essayer, tant bien que mal, de déstabiliser le débatteur avec quelques pots de banane sous les pieds. Ça peut passer.
à condition qu'il n'y ait pas d'écart de langage. Sinon, le jury en tiendra rigueur. Vous êtes avertis, ça peut jouer sur le point. Merci pour votre compréhension, chers débatteurs. Merci à vous, Madame, Messieurs, membres du jury. À présent, le débat et la parole au capitaine du Mali pour son introduction. Kélé Monzon Diabaté, oncle de feu Massa Makan Diabaté, disait à son interlocuteur que parler est un art difficile. Donc permettez-moi de demander la parole à Madame Keïta Aminata Meiga, épouse du président de la République. À son Excellence, M. Dionkounda Traoré, parrain de l'événement, aux ministres membres du gouvernement, aux personnalités présentes, aux membres du jury et toute la délégation sénégalaise, car selon le célèbre griot Feu Mamadou Kouyaté, la parole est sacrée. Voici l'énoncé. La Fédération du Mali aurait-elle été profitable aux deux pays? Nous répondons oui. Mais permettez d'abord que je vous propose une élucidation lexicale et contextuelle pour que toute compréhension d'origine douteuse soit écartée. Pour le mot fédération, il dérive du latin fedis, qui veut dire alliance, traité, convention. Autrement dit, le lexique de termes juridiques nous renseigne sur sa page 162 qu'une fédération est un mode de regroupement de diverses communautés. Quant au mot-clé du sujet, profitable, il signifie utile, avantageux, lucratif et bénéfique. Maintenant que l'élucidation lexicale est faite, venons à celle contextuelle, car selon une vieille maxime, celui qui oublie son passé est condamné à répéter les mêmes erreurs. Mais ceux qui refusent d'oublier le passé sont condamnés à le revivre. Et nous, nous refusons d'oublier la Fédération du Mali, car de toute évidence, elle aurait été profitable. Portée sur les fonds baptismaux le 17 janvier 1959, avec la réunion de 4 États, le Dahomey, actuel Bénin, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, notre cher Sénégal et le Soudan français, la Fédération du Mali ne sera constituée plus tard que de deux derniers États, celui du Sénégal et du Soudan français. Honorable assistant, chers membres du jury, malgré la décolonisation, malgré l'esprit balkanisateur qui caractérisait la loi 4 de juin 1956, malgré embûches et crocs en jambes, comme le dit Guédel Ndiaye à la page 100 de son ouvrage intitulé L'échec de la Fédération du Mali, et bien que réduite à dé, la Fédération du Mali a quand même vu le jour. Donc nous demandons si toutefois elle aurait été profitable et qui voudrait en nier les avantages du fédéralisme. Puisque la différence des autres qui n'étaient que de simples coalitions, elle fit une véritable union dotée d'institutions et de structures communes, dotée d'un gouvernement fédéral, d'une assemblée législative fédérale et d'une armée commune. Et tout était mis en œuvre pour que cette fédération soit un modèle parfait d'union, qui devait faire tache d'huile dans toute l'Afrique et servir de noyau à une grande fédération des États africains. C'est pourquoi d'ailleurs, lors de la reconnaissance de sa souveraineté, le général de Gaulle disait, je cite, « C'est que le monde va regarder dans votre Mali qui s'organise. C'est la façon dont va s'organiser et fonctionnera votre État. Un État et son progrès. Voilà sur quoi vous serez jugés. Vous en prenez la responsabilité. » Fin de citation. Et nous prenons la responsabilité ce matin de vous montrer le caractère profitable de cette fédération. Et ce ne sont pas nos chers co-débatteurs qui diront le contraire. Car comme ils le savent, comme vous le savez, comme nous le savons, comme les élites africaines le savent, cette fédération aurait été profitable. Puisque la tendance au regroupement semblait avoir triomphé au Sénégal et au Soudan, avec 83 et 70% des voix. Puisque dès la proclamation de son indépendance, la plupart des pays du monde avaient reconnu l'État du Mali comme État souverain et indépendant. En tout, tenez-vous bien, 22 ambassades ont été installées à Dakar. Cette information se trouve à la page 901 de l'immense ouvrage d'Alain Gandolfi intitulé « Naissance et mort sur le plan international d'un État éphémère ». Honorable assistant, chers membres du jury, cette fédération aurait été profitable si seulement certaines afro-pessimistes n'avaient pas nourri les loups qui s'étaient introduits dans la bergerie. Honorable assistant, chers membres du jury, notre équipe ne ménagera aucun effort pour vous prouver, à travers des complémentarités économiques, politiques, géographiques et culturelles, que cette fédération aurait été profitable. Et nous le ferons de manière scientifique, afin que vous, l'assistance, et même nos chers co-débatteurs, rejoignent notre assertion, sans contestation ni réfutation. Je vous remercie.
Excellences, Madame la Première Dame du Mali, chers parrains, honorables membres du jury, camarades co-débatteurs maliens, auguste assemblée. Nous sommes ravis et très honorés d'être aujourd'hui au Mali, en terre d'Afrique, donc notre terre, donc chez nous, pour parler d'histoire, de notre histoire, de la Fédération du Mali. Qu'est-ce qu'une fédération? À quoi renvoie la Fédération du Mali? Honorables membres du jury, pour que les débats soient posés, que les décors soient campés, il faut qu'on fasse une élucidation conceptuelle et répondre à ces deux interrogations phares. Le lexique des termes juridiques définit la fédération, contrairement à l'État unitaire, qui est ici regardé parfois comme un centre d'impulsion unique dont l'autorité est uniformément perçue sur tout le territoire. A contrario, l'État fédéral est regardé comme une structure composée de deux ou plusieurs États auxquels la structure fédérale vient se superposer. J'irai plus loin. Je citerai Olivier Beau dans sa théorie de la fédération, publiée aux presses universitaires françaises en 2009, à la page 17, à partir de la troisième ligne, que, contrairement à ce que soutient mon camarade, ce n'est pas simplement des unions ou certaines organisations internationales dotées de la même structure juridique. La fédération va plus loin. Elle est dotée notamment d'objectifs et de spécificités limitées. Mesdames, Messieurs, honorables membres du jury, Paul Valéry a écrit dans Regard sur le monde actuel, à la page 16, que le passé agit sur le présent avec une puissance comparable à celle du futur. Alors, pour parler de la Fédération du Mali, un retour sur le passé s'impose. L'article 76 de la Constitution française de 1958 permettait aux colonies de rester dans la communauté française, soit en groupe, soit séparément. Nos dirigeants d'alors, le président Senghor, Mamadou Dia et le président Modibo Keïta, se sont alors vus comme le chantre, les porte-étendards de ce projet en Afrique occidentale française. Mais après l'échec de l'Union à 4, l'approbation de la Constitution fédérale à Dakar le 17 janvier 1959 va définitivement sceller le mariage soudano-sénégalais. Mais comme vous le savez, la vie à deux ne fait jamais bon ménage et bon compagnonnage avec les non-dits, les cachotteries, certaines crises de jalousie et de personnalité. L'amour ne résiste pas aux incompatibilités, fussent-elles d'humeur, d'impulsion, de volonté contraire. Alors, fort justement, la romance soudano-sénégalaise s'arrêta brutalement, douloureusement, le 20 août 1960. C'est sur ce fond chaotique et toujours aujourd'hui énigmatique que s'adosse la question qui nous est posée ce soir. La Fédération du Mali aurait-elle été profitable aux deux pays? À cette question, mesdames, messieurs les membres du jury, nous ne devons et ne pouvons répondre que par la négative. Certes, j'en conviens avec mes camarades. Guédel Ndiaye a écrit dans L'échec de la Fédération du Mali, publié aux Nouvelles Éditions africaines en 1980, à la page 168, que cette fédération a pu jouer un rôle. Cela a permis d'accélérer le cours de l'histoire des unités africaines. Mais ce serait taire notre raison au profit de notre cœur en acceptant de répondre par l'affirmative, en afro-optimistes que nous sommes. Ce que nous dicte notre raison, mesdames et messieurs, c'est précisément que la Fédération du Mali n'aurait été d'aucune utilité parce que mal pensée et mal réalisée, parce que manquant de vitalité et de viabilité dès le départ. Ce que nous dicte notre raison, c'est que la Fédération en question, d'un point de vue économique, idéologique comme politique, ne présentait pas les atouts de nature à justifier sa survie. Auguste Assemblée, la Fédération du Mali ne pouvait point être utile parce que contenant au départ les germes de sa propre disparition. Et ne reposons pas sur un réel assentiment de nos populations. Mesdames, Messieurs, durant nos échanges, et bien avant la fin de ce débat, nous vous montrerons que la Fédération du Mali mérite bien sa place au cimetière des vieilleries institutionnelles africaines. Nous vous montrerons qu'une résurrection, fût-elle improbable, ne serait qu'un échec retentissant encore. Camarades maliens, nous sommes convaincus qu'un débat de cette nature ne peut pas se dérouler sans soulever de la passion, beaucoup de passion. Alors je vous invite à faire nôtre cette pensée au sage de Benjamin Franklin. Quand la passion vous anime, il faut laisser
la raison guider nos paroles et nos actes. Merci aux deux capitaines pour les introductions. Le débat, il est ainsi lancé. Voici l'Afrique de demain. Et vous avez compris que déjà, ce débat ne sera pas facile. Je m'inclinerai tout à l'heure, je reviendrai jusqu'à vers la fin du débat. À présent, c'est uniquement les débatteurs qui vont défiler ici. Merci encore de les applaudir, mesdames, messieurs. Le Mali, vous revenez, le Sénégal suivra, ainsi de suite, jusqu'à épuisement du temps. Merci. Dans ce monde où planent sur nous toutes sortes de menaces, nous ne devons plus mettre l'accent sur ce qui nous sépare, mais sur ce que nous avons en commun. Retrouvons ce qui nous unit. Deux territoires, la même continuité géographique. Deux pays, la même devise. Un peuple, un but, une foi. Deux nations, le même peuple. Deux poumons pour un même cœur. Voilà ce qu'était la Fédération du Mali. Mais hélas, une fédération éphémère. Pourtant, la Fédération du Mali aurait été à plus d'un titre profitable aux deux pays. Lorsque la Fédération du Mali naissait, c'est le Mali qui avait ressuscité. C'est l'Empire du Mali qui avait ressuscité. Un empire qui s'étendait de l'océan Atlantique jusqu'en aval de la boucle du Niger. Ce Mali des 13e, 14e et 15e siècles témoigne que le Soudan et le Sénégal formaient un tout avant le tracé des frontières que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs à juste titre que les leaders des mouvements nationalistes d'alors pensaient qu'il n'y aurait plus jamais de frontières. 6 millions d'habitants, 6 millions de locuteurs Wolof, Bambara, Peul et autres établis sur toute l'étendue du territoire. Des noms de famille que l'on retrouve des deux côtés, de part et d'autre de la frontière. Les Soumaré, les Si, les Ndjaye, les Tal, les Cissé, les Ndjaye. C'est le melting pot sénégalo-malien. Le Bambara, le Peul, le Wolof, toutes les langues parlées dans les deux territoires sont regroupées dans deux groupes linguistiques, le sénégalo-guinéen et le nigéro-sénégalais. Ceci allait faciliter l'alphabétisation en langue nationale de nos populations, mais aussi et surtout considérablement réduire le taux d'analphabétisme encore élevé pour des États indépendants depuis plus de 50 ans. Vous savez, dans nos pays, la population est très jeune. La demande en formation est donc très forte. Et vous le savez tous, la formation est le socle de tout développement. En plus d'avoir ces langues nationales en commun, nous avons le français qui nous lie entre nous. Une réforme globale du système éducatif hérité de la colonisation aurait permis de décoloniser les esprits et de procéder à un enseignement de masse et de qualité. Et ceci pour le bénéfice de nos deux populations. Ceci démontre l'intérêt que nous avions de continuer la Fédération du Mali. Je vous remercie. Honorable membre du jury, aimable assistance, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt le discours de mon camarade Mohamed Cissé, mais il me semble revenir un peu en arrière sur ce qui s'est réellement passé au soir du 20 août 1960 pour se convaincre que la situation qui prévalait alors ne présageait d'aucune utilité sur ce qu'on constate aujourd'hui. Nous pouvions bel et bien choisir de parler de l'exception sénégalaise, de la singularité, de l'histoire politique du Sénégal, des cahiers de doléances envoyés à Versailles depuis le XVIIIe siècle, des 4 communes créées en 1872, de Blaise Diagne, premier député noir. Vous pouviez choisir d'en faire de même pour le Mali, avec toutes les ressources humaines qu'on le connaît. Mais cela ne mènerait à rien. Ce n'est pas attendu de vous, ce n'est pas souhaité de nous, et ça conduit à un repli identitaire. Ce que vous avez dit de nos peuples, c'est vrai, les noms de famille, les langues. Mais justement, ce qu'il y a avec les peuples, c'est qu'il y a souvent un déphasage avec le comportement rationnel des États. Ce comportement rationnel dicte avec les dirigeants des comportements, ou en tout cas une certaine prétention qui serait en décalage avec l'aspiration réelle des populations. On n'est pas au niveau des centres d'impulsion, mais il y a toute une réalité qui se passe et qui échappait au peuple.
Et maintenant, pour en arriver à une analyse tangible et objective de la situation, je me réfère à l'ouvrage de Gerty Hesselink, publié aux éditions Cartala en 1985, autant pour moi, intitulé Histoire politique du Sénégal, institution, droit et société, notamment à toutes les lignes de la page 173 et à la page 174, et aussi aux 6 premières lignes de la page 175. Vous avez effectivement dit que cette fédération est éphémère. Ce sont les mêmes termes qu'emploie Gerty Hesselink. Qu'est-ce qui s'est passé? Le budget du Sénégal représentait 15 milliards en 1960, lorsque le budget du Mali, du Soudan, était de 6 milliards. Cette distorsion économique ne présageait pas d'un bon compagnonnage entre les deux pays. C'est un comportement qui est assez avéré actuellement dans le monde. Et aussi, il y a un autre problème politique. Le fait que c'est la RDA, le parti qui était au pouvoir au Mali, qui a été préposé pour être un parti unique. Et c'était sous une formule rigide qu'on ne pouvait pas employer. Et donc ces divergences économiques et politiques feraient qu'aujourd'hui on ne pourrait pas, en tout cas, arriver à un bon compagnonnage et qui pourrait profiter à l'ensemble des populations. À cela s'ajoute, et je vous interpelle sur ce point, sur les querelles de leadership entre Modibo Keïta et Senghor. Puisque, en se référant toujours à Gerty Hesselink, ce sont les causes tangibles et ce sont les causes objectives, ces querelles, ces problèmes de leadership personnel qui ont conduit à l'éclatement de l'Union. Je vous remercie. Ces problèmes de leadership personnel sont la cause de l'éclatement de la Fédération du Mali. Nous ne sommes pas là pour discuter de ces causes-là. Le thème ici, c'est la profitabilité de la Fédération du Mali. J'aimerais faire revenir mes frères au thème qui nous intéresse aujourd'hui, la profitabilité au bénéfice de nos populations. Cela dit, l'Afrique, avec plus d'1 milliard d'habitants, ne représente que 1% des échanges internationaux. Cette réalité désolante pousse à se demander quel intérêt porte le reste du monde à notre continent, mais surtout, quel est le poids de chacun de nos petits États dans cette économie mondialisée? La réponse, elle est risible. Voyez-vous, le miracle n'existe pas en économie. La chaîne est simple. Investissement, production, commercialisation, dont les fruits vont servir à un autre investissement, et ainsi de suite. Avec de petits États au marché non viable, comment voulez-vous rassurer les investisseurs quant à la rentabilité de leurs placements? Cette question est en partie la réponse à l'interrogation du jour, qui est de savoir si l'Union aurait été profitable au Sénégal et au Soudan. Oui, la fédération nous aurait été profitable, parce que dans cette globalisation, seuls les États continents s'imposent. Les États-Unis, la Russie en sont des illustrations brillantes. En effet, la complémentarité sénégalo-malienne est de fait. Elle est visible dans tous les secteurs d'activité. Je m'explique. L'agriculture sénégalaise était essentiellement axée sur la production de l'arachide, qui monopolisait les terres arables. Le Sénégal avait donc de la difficulté à cultiver les denrées alimentaires indispensables à son alimentation, à l'alimentation de sa population, telles le mil et le riz. A contrario, le Soudan était à une production évaluée à plus de 700 000 tonnes de mil et 130 000 tonnes de riz entre 1952 et 1953, assez pour se nourrir et pour nourrir le Sénégal. Nous aurions donc atteint, mesdames et messieurs, l'autosuffisance alimentaire dans notre fédération du Mali. Une profitabilité qui n'est pas à négliger, parce qu'elle est au bénéfice de nos populations. L'alimentation. Je vous remercie. Auguste Auditoire, honorable membre du jury, Platon a écrit dans le Gorgias ou sur la rhétorique que lorsque celui qui
demande n'obtient pas de réponse, il est obligé de faire et la demande et la réponse. Visiblement, mes camarades n'ont pas répondu aux interpellations de mon partenaire. Alors je vais devoir apporter des éléments de réponse. Mais sans encore préciser que vous êtes dans une logique de contradiction. Votre ami lui-même est venu ici mettre l'accent sur les causes de cet échec, ainsi de suite pour pouvoir démonter l'idée selon laquelle la fédération n'aurait pas été profitable. Je me demande, mesdames et messieurs, comment mes camarades peuvent continuer à croire en cela, alors que la pensée antérieure et sous-jacente du président Senghor sur la balkanisation augurait elle-même un tel échec. Dans un article paru le 6 novembre 1956 à l'hebdomadaire Dakarois Afrique Nouvelle, Senghor reconnaissait que balkaniser, c'est diviser artificiellement nos territoires pour en faire des entités économiques, culturelles et politiques qui n'ignorent pas la métropole, mais qui s'ignorent entre elles. Comment pouvons-nous être développés dans de telles conditions? Je vous prends également à témoin, mesdames et messieurs. On sait qu'il y a des dissensions, certes. Il y a également une entente qui a été trouvée les 21 et 22 mai 1960. Mais c'était une entente précaire, ce qui faisait que la fragilité de la base, du fondement et donc de toute la structure fédérale augurait un tel échec. Comment pouvons-nous espérer développer une quelconque profitabilité avec de telles mésententes? Dans son ouvrage intitulé « Au carrefour des options africaines », publié à Paris à Centurion en 1965, Milsen Hersen nous rappelle à la page 163 que le projet était miné par trop de divergences. Divergences sur la conception des structures fédérales, divergences de méthode, différences de doctrine, divergences sur la politique internationale du Mali. Et puis ensuite, vous le savez mieux que moi, la difficile collaboration entre celui qui était regardé comme le plus africain des Soudanais, Modibo Keïta, et celui qui était considéré comme le plus européen des Africains, Léopold Sédar Senghor, ne pouvait que porter service à la fédération. Mesdames et messieurs, la vérité, si difficile qu'elle soit, est la suivante. C'est que l'Occident a sérieusement labouré la terre africaine. Les germes de la discorde et du retard de l'Afrique sont si insidieusement et méthodiquement semés qu'aucune entente digne de son nom, qu'aucun profit ne pouvait résulter d'une telle fédération. Et aussi, nous savons, mesdames et messieurs, comme le dit le président Edem Kodjo, que la stratégie de l'intégration par l'économie est souffrante. L'Union, sur le projet d'union des États d'Afrique du Nord et du Madagascar, est presque inexistant. La CEMAC va de l'avant mais bat de l'aile. Et la CEDEAO, après quelques décennies, ne nous donne pas l'impression de savoir qu'elle peut venir à bout des problèmes. Je vous remercie. Honorable assistant, chers membres du jury, je voudrais faire une précision, celle de rappeler que la sincérité en soi n'est pas une garantie de la vérité. Faites le contraire de ce que vous êtes en train de faire et vous serez sur la bonne voie. C'est lorsque vous aurez fait le contraire que vous serez sur la bonne voie. D'après Bachir Ben Ahmed de Jeune Afrique, on dit cela à quelqu'un qui visiblement se trompe sans se rendre compte. Puisque quand nous parlons des avantages de la Fédération du Mali, nous ne faisons pas référence à ces divergences que vous prenez, non. Quand nous parlons des avantages de la Fédération du Mali, nous parlons de ce système qui sert à établir la paix, qui est la condition humaine. Et cette paix n'est possible sans que les hommes n'obéissent à des lois justes qu'ils ont élaborées eux-mêmes, comme l'ont élaboré l'auteur de l'émotion et la raison, feu Léopold Sédar Senghor. Et l'auteur de « Je n'hésiterai pas, je ne reculerai pas, je le jure » à travers la constitution de la fédération. Quand nous parlons des avantages de la fédération, nous parlons de ce processus qui sert à établir la paix, comme je l'ai dit. Nous parlons de ce processus qui va nous permettre d'être dans une grande ensemble régional, comme le dit Doudou Thiam, ancien ministre des Finances et des Affaires économiques de la Fédération, à la page 22 de son ouvrage intitulé « Le fédéralisme africain ». Quand nous parlons des avantages de la Fédération du Mali, nous parlons de cette voie agrégative, fusion de pouvoirs, choisie par nos deux pays pour constituer un tout homogène, une voie qui laisse le champ ouvert aux 6 millions d'habitants de la Fédération, aux champs les plus ouverts, aux croyances les plus diverses. Oh là là, chers co-débatteurs, frères, amis du Sénégal, c'est de ces avantages-là dont nous parlons. Dois-je rappeler que le fédéralisme n'est pas un mal?
Dois-je rappeler que la fédération du Mali aurait été profitable? Je ne le pense pas. Par ailleurs, je dois rappeler que la seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir, c'est celle qu'on ne tente pas. Ce qui veut dire Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor ont posé indiscutablement les bases relatives aux avantages du fédéralisme. Ce qui veut dire ils l'ont posé indiscutablement. Même si nos territorialistes à gauche continuent de penser que cette fédération n'aurait pas été profitable, qu'ils sachent que c'est dans la beauté du tapis ne peut provenir que de la multiplicité de ses couleurs. D'où les avantages indiscutables de la fédération sénégalo-malienne. Je vous remercie. Honorable membre du jury, Auguste Assemblée. Pour être profitable, fallait-il que la Fédération du Mali ne soit pas sous le joug d'une puissance étrangère. Or, le président Mamadou Dia, dans ses lettres d'un vieux militant à la page 37, se demande si la Fédération du Mali, qui n'était pas du goût et de l'intérêt de certains, n'aurait pas tout simplement succombé à de savantes manipulations politiques disposant de sournoises complicités à l'intérieur. Chers compatriotes, chers co-débatteurs, un proverbe africain nous rappelle que si un petit arbre sort d'un baobab, eh bien, il mourra arbrisseau. Pour être profitable, il fallait que l'arbre qu'était la Fédération du Mali ne poussât pas sous le gigantesque baobab que constituait la résistance française et ivoirienne. Et comme nous le savons tous, la Fédération n'aura survécu que 506 jours. 506 jours, dont seulement 2 mois de réel exercice. Pour être profitable, la Fédération aurait dû disséminer ses contraintes structurelles et prendre garde à ses réalités sociopolitiques. Il n'en était rien. Et c'est seulement en 1992 que le président Mamadou Dia, avec du recul, nous donne une explication. Je cite, « L'échec a résulté de causes dont la plus déterminante était liée au fait que les concepteurs du projet n'avaient pas suffisamment pris en compte la force que constituait le micronationalisme dans l'esprit des chefs politiques et des populations elles-mêmes. Il s'y ajoute qu'après le retrait du Soudan et qu'après le retrait de la Haute-Volta et du Dahomey, la fédération s'était tout simplement réduite à un tête-à-tête entre Sénégalais et Soudanais qui n'était pas plus qu'un dialogue de sourds à l'époque. Mesdames et messieurs, pour être viable, une organisation doit pouvoir compter sur l'esprit de sacrifice, de solidarité et de partage de ses membres. Il n'en était rien. Beaucoup de Sénégalais n'étaient pas enthousiasmés par une construction fédérale à laquelle ils avaient le sentiment d'avoir trop apporté, notamment Dakar et ses infrastructures, sans contrepartie véritable. Et que la partie soudanaise, elle aussi, n'était pas exempte de péché. Enfin, d'un point de vue plus technique, l'intégration économique et l'intégration politique doivent aller de pair. Il faut également que les législations soient intégrées peu à peu pour qu'on puisse aboutir à une véritable intégration de notre continent. Il n'y avait rien de tout cela. Aussi, faut-il ajouter que Senghor et Keïta étaient à couteau tiré à propos de la mise en place de la constitution d'un marché commun et d'une monnaie unique pour que nos économies, qui étaient alors rachitiques, ne pouvaient pas du tout supporter. Merci beaucoup. Vous venez de dire que le président Senghor affirmait que balkaniser l'AOF, c'est diviser artificiellement ces 8 territoires pour en faire des entités politiques, économiques et culturelles qui n'ignorent pas la métropole, mais qui s'ignorent entre elles, des entités sans réalité. La réalité, chère assistance, c'est que Sénégalais et Maliens, nous sommes tous les mêmes. Comme les branches d'un arbre, nous pouvons grandir dans différentes directions, mais nos racines ne font qu'une. Le Soudan et le Sénégal ont des affinités historiques, ethniques et religieuses qui font de l'ensemble malien un groupe suffisamment homogène et cohérent. Et ce n'est pas Mamadou Dia qui aurait dit le contraire.
Vous savez, la culture est au début et à la fin de tout développement. Nos deux pays forment un tout cohérent et homogène. N'y a-t-il pas un quartier Wolofobouga à Bamako? N'y a-t-il pas le gare de Maliens, n'y a-t-il pas un marché malien à la gare de Dakar? Oui, la culture est au début et à la fin de tout développement. Paris, de nos bassins Outchoup, merveilleusement teints par les teinturières maliennes et magnifiquement brodés par le tailleur sénégalais, nos manifestations de réjouissance sont rythmées par le rythme de la skora, le djembé, le sabbat. Nous sommes fiers lorsque le Gewel ou griot vante les exploits de nos ancêtres. Le légendaire Djatikia n'est qu'une autre appellation de la Teranga. Dans nos pays majoritairement musulmans, le thé, le kenkeliba, le bissap ou dableni l'emportent sur les alcools. La Fédération du Mali aurait été à plus d'un titre profitable aux deux pays, dans la mesure où chaque État allait réaliser l'autonomie financière et également l'autonomie africaine, l'unité africaine, en réalisant l'unité africaine dans l'unité et dans la diversité. Chers co-débatteurs, frères amis du Sénégal, chère assistance, Modibo Keïta l'a dit, je cite, si pour l'unité africaine, pour la réalisation de l'unité africaine, je ne reculerai pas, je le jure. Honorable assistance, l'union fait la force. Les États africains ont montré qu'ils pouvaient exister, certes, les uns sans les autres. Mais force est de reconnaître que les résultats mitigés auxquels nous avons abouti pouvaient être meilleurs, et ce, grâce à la fédération. Je vous remercie. Chers membres du jury, aimable assistance, je vous prends à témoin et je trouve pour le moins paradoxal l'argumentaire de nos chers camarades. Lorsqu'on nous reproche le fait de se baser sur les causes de l'éclatement de la fédération, mon camarade Mohamed Sissé ne cesse de réaffirmer l'unité qu'il y a entre les peuples. Cela prouve qu'il y a nécessairement lieu de penser sur ce qu'il y a eu réellement. Un bâtiment, comme vous le savez, ne peut pas être propulsé plus haut tant que la structure, le fondement ne tient pas. Et c'est une démarche qui se respecte et qui est assez prudente lorsqu'on s'interroge sur ce qui s'est passé réellement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en regardant les moyens que l'humain dispose pour prendre connaissance du futur, ce n'est que la planification qui peut être assez objective du point de vue technique et la prestidigitation ou bien en tout cas la magie. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sûr de ce qui serait passé actuellement si la fédération était en train de cheminer. Et donc, il y a lieu de discuter sur ce qu'il est et non pas de prétendre dire ce qui devrait être. C'est une démarche scientifique qui est nécessaire. En parlant de cette organisation, on a vu qu'en Afrique, lorsqu'il y a eu la fédération du Mali, il y a eu le 1er mai 1959 la création de l'Union Ghana-Guinée, le 29 mai 1959 le Conseil de l'Entente et le 30 mai 1959 la création de l'Union Sahel-Bénin. Et ce qu'on remarque dans ces regroupements politiques et économiques, c'est que les regroupements qui ont eu pour fondement économique ont plus réussi que les regroupements qui ont eu pour fondement politique et à prétention fédérale. Ce qui veut dire que dans l'Afrique tout entière, ce n'est que le Conseil de l'Entente qui a eu des succès économiques parce que la structure était assez souple et ne se basait que sur la promotion et l'entretien des services publics qui pourraient être en tout cas prêtés à l'économique plutôt qu'à la politique. Et donc toutes ces organisations, et même l'unité continentale qui a été voulue en 1963, mais s'est vue dans un total échec dans la mesure où chacun voulait en tout cas se cloisonner pour des raisons qui lui sont diverses et ne pas prétendre à cet assentiment. Donc cet assentiment ne pouvait être qu'économique, le fondement, en tout cas c'est ce que nous renseigne le fait régional africain, c'est des expériences qui sont à vue d'œil, et donc tout ce qui est politique ne pouvait pas réussir. Sous ce rapport, et pour revenir encore sur cette unité des peuples entre le Mali et le Sénégal, on pouvait même se passer, en tout cas de dire les noms, c'est que la montagne risquait d'accoucher d'une souris lorsque l'aspiration des peuples n'est pas comprise et n'est pas prise en compte par le politique. Je vous ai dit que
caractère rationnel d'un État est tout à fait en déphasage par rapport à l'assentiment. Ne nous embourbons pas dans des slogans, des citations creuses. Parlons concret. Malgré l'avantage des ressources minières telles le fer ou encore l'or, l'industrie soudanaise était quasi inexistante. Du fait de la situation continentale du pays, ce secteur était handicapé par les coûts de transport qui impactaient sur le prix des produits destinés à l'exportation et des machines importées nécessaires à l'équipement du pays. Toutes ces marchandises étaient acheminées depuis les ports de Dakar et d'Abidjan. D'accès plus facile que le port d'Abidjan, le port de Dakar, appuyé par les chemins de fer reliant le Sénégal au fleuve Niger, constituait le principal débouché maritime du Soudan. Il était donc de nécessité primordiale pour le Soudan, qui n'avait aucun accès à la mer, de faire corps avec le Sénégal. C'est pourquoi, chers amis, chères assistantes, il a souvent été écrit que la fusion de ces deux pays est recommandée par la nature des choses. Cela est d'autant plus vrai que Dakar, grâce au rôle d'ancienne capitale de l'AOF qu'il jouait, bénéficiait d'un important arsenal industriel. Cependant, après la dislocation de l'AOF, pour assurer la pérennité de ses usines et industries, le Sénégal ne pouvait pas se limiter à son seul marché national. Les 4 millions de consommateurs soudanais constituaient un marché important et sûr pour lui. Mamadou Dia a dit à ce propos, puisque mes amis aiment tellement les citations, le Sénégal est parfaitement conscient du fait que, pour que vive son port et ses industries, il a besoin de l'espace économique minimum du Soudan. Fin de citation. Une preuve. Les exportations sénégalaises sur le Soudan représentaient plus de 35% du chiffre d'affaires du secteur industriel sénégalais. Une autre preuve, 60% des exportations soudanaises étaient destinées au Sénégal. Marque d'un échange économique et commercial totalement réussi. Chers frères, ne revenons-nous pas vers cette fédération avec l'OMVS, la CEDEAO ou encore l'UEMOA? Chers frères, il nous fallait rester ensemble pour constituer un grand État fort, un marché intégré, combiner nos ressources complémentaires, produire en grande quantité et ainsi tendre vers une économie d'échelle. Les charges de production de nos entreprises auraient baissé et le prix des denrées de première nécessité également. Tout ceci au bénéfice de nos populations qui aspirent tant au développement économique et social. Merci. Auguste auditoire, honorable membre du jury, paraît-il que quand j'ai rappelé à mes camarades maliens que c'était un débat qui se devait d'être scientifique et pas passionnel, ils ne m'ont pas entendu. Je vais alors en venir au fait. Le fait est que mon camarade vient de mettre l'accent sur des organisations qui seraient réussies, notamment l'UEMOA ou l'OMVS. Mais mesdames et messieurs, pour qu'une stratégie d'intégration réussisse, son environnement doit être déterminant. Mais quand on crée des organisations qui se phagocytent entre elles, des organisations qui se contredisent d'un point de vue normatif, j'en prends pour témoin le traité de l'OADA en son article 10, le traité de l'UEMOA en son article 43, le traité de la CEDEAO en ses articles 9 et 12, où chaque organisation pose la suprématie de ses normes. Dans un tel climat de conflit, comment pouvons-nous nous développer? Mesdames, Messieurs les membres du jury, ce qu'il y a, c'est simple. C'est que la Fédération du Mali a échoué, lamentablement. C'est regrettable, mais c'est la triste réalité du passé. Et ce que notre passé nous rappelle également, c'est que ce n'était pas notre seul déboire.
En 1962, René Dumont écrivait déjà que l'Afrique noire est mal partie, alors que les tam-tams des indépendances étaient à peine tus. Plus tard encore, Roland Pouchet nous rappelle dans Afrique noire notre misère perpétuelle d'être un continent en crise. Quand ce n'est pas la sécheresse au Sahel ou en Éthiopie, c'est la guerre et son lot de misère, les famines, les déplacements de population, alors qu'ici et là, c'est ici l'ombre mortelle des maladies. La vérité, mesdames et messieurs, c'est que un projet, pour son succès, doit pouvoir compter sur une stratégie dynamique. Or, cette stratégie-là est fonction de l'effort d'unité et d'intégration. La fédération n'aurait pu être avantageuse parce que nos deux pays, comme l'Afrique toute entière, ont subi et continuent à subir encore la fatale loi de la division qui amoindrit et affaiblit toute unité. Ce qui serait profitable aux pays d'Afrique, mesdames et messieurs, je vais vous le dire puisque mes adversaires ne l'ont pas fait, c'est qu'encore que les pays de la zone franc aient eu le courage de se départir du franc CFA, vestige du colonialisme qui tronque nos économies, organise la fuite des capitaux, met en mal notre compétitivité. L'auteur du célèbre ouvrage à succès, Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique est formel, Nicolas Gbagbo nous rappelle qu'aucun pays ne peut émerger avec le franc CFA. Mesdames et messieurs, ce qui serait profitable, c'est de repenser ce système aux allures d'un impérialisme culturel qui est la francophonie. Dans son ouvrage sur la France et l'Afrique, publié aux éditions Cartela en 1993, Serge Mikhaïlov nous rappelle que c'est un système qui est pensé pour maintenir les États africains dans le giron de la France. Auguste Assemblée. Jean Jaurès a dit qu'il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, mais il Monsieur le Président du jury, le temps des débats est terminé ou on continue? Le débat, 10 minutes d'introduction, 30 minutes de développement et 10 minutes de conclusion. Et si je ne m'abuse, les 30 minutes sont épuisées. La conclusion, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Honorable assistant, chers membres du jury, élevons la dignité du débat, s'il vous plaît. Le 14 janvier 1959, pendant l'inauguration de l'Assemblée constituante fédérale, Faye Modibo Keïta disait « La fédération du Mali, c'est vous. Vous devez la défendre contre vents et marées. Puisqu'ils ne l'ont pas compris, moi je vais essayer de la défendre contre vents et marées. » Mon cher co-débatteur a dit que tous les Sénégalais n'étaient pas d'accord avec le fédéralisme. Dois-je te rappeler qu'il y a eu un référendum au Sénégal? Et le vainqueur des élections, c'est le fédéralisme, avec 83% de voix. Il a encore parlé de politique. Mais là où on est arrivé jusqu'à constituer une constitution fédérale, une assemblée législative fédérale, une armée commune, on peut continuer à dire que la politique n'a pas marché? Non, je ne pense pas. C'est une bourde d'ailleurs. Nelson Rockefeller a publié aux éditions Presse d'Europe en 1962 un ouvrage intitulé « L'avenir du fédéralisme ». À la page 23, il dit ceci: « Le fédéralisme, c'est la réalisation de l'unité dans la diversité. » Fin de citation. Et si toutefois le fédéralisme, c'est la réalisation de l'unité dans la diversité, pourquoi continuer à parler de divergence? Puisque ce sont nos divergences qui doivent former notre unité, non le contraire. Honorable assistant, chers membres du jury, les raisons de notre attachement à cette fédération ainsi que ses avantages échappent des fois à l'observateur non averti. Puisque la fédération du Mali était dans la logique de l'histoire. Oui, elle aurait été profitable, puisque nos divergences auraient été source de force et non facteurs de division. D'ailleurs, M. Singaré l'a démontré à travers une complémentarité effective de nos économies, non seulement sur le plan agricole, industriel, mais également commercial. Oui, elle aurait été profitable, puisque nous aspirons tous à des besoins, comme l'a expliqué M. Cissé, à travers la culture, la cohésion sociale et l'éducation. Oui, elle aurait été profitable,
puisque la tendance au regroupement avait semblé avoir triomphé au Sénégal. On ne peut pas venir dire le contraire ici. Chers débatteurs, frères amis du Sénégal, pour nous, cette fédération n'est pas morte. Elle vit tout en mettant en tête que vivre, c'est garder une certaine dignité, qui ne se conserve que par la lutte. Une lutte sans merci contre tout ce qui réduit l'homme à l'esclavage et lui refuse le bonheur, qui est sa conquête la plus sacrée. Honorable assistant, chers membres du jury, chers co-débatteurs, frères amis du Sénégal, à la lumière de cette démonstration tripartite, nous pouvons affirmer sans langue de bois que cette fédération aurait été profitable. Oui, elle l'aurait été, puisque tant qu'il y a Senghor, tant qu'il y a Modibo Keïta, il y a avantage. Tant qu'il y a l'Office du Niger, tant qu'il y a la vallée du fleuve Sénégal, il y a avantage. Tant qu'il y a Salif Keïta, tant qu'il y a Youssou N'Dour, il y a avantage. Et enfin, tant qu'il y a vous et nous, il y a avantage. Je continue mon intervention. Cette fédération a servi pour l'unité de l'Afrique. Grâce à elle, nous avons compris qu'il n'y a aucune enclave pour l'unité de l'Afrique. Elle a été l'embryon de l'unité de l'Afrique, unité qui est vraiment chère à l'Afrique. Et si toutefois cette fédération a été une utopie pour d'autres, aujourd'hui elle est chère et hausse pour toute l'Afrique. La marche la plus longue ne commence-t-elle pas par un premier pas en avant? Les premiers pas, s'il vous plaît, les premiers pas nous ont conduits à la Fédération du Mali. Les deuxièmes pas, c'est à nous de les conduire pour une grande fédération africaine. Aouniché, Aouni Baradji, Djer Djef, je vous remercie. Mesdames et messieurs, pour reprendre mon camarade Maïga, il a dit ceci d'important, que le fait de connaître notre passé, notre histoire, fait que nous ne la répéterons pas. Mais aussi, il faudrait rappeler avec Paul Valéry que l'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait produit, élaboré. Qu'est-ce qu'on peut croire alors? N'en déplaise à nos camarades, mais j'imagine que personne ne peut refaire l'histoire. Nul besoin de s'apitoyer sur son sort. Ce qui est fait, est fait. On peut marcher, comme vous l'avez proposé. Mais encore faudrait-il savoir vers où. On n'a pas besoin de contempler cette histoire, c'est vrai. S'il y a de nouvelles expériences à vivre, à partager, à créer, et ces expériences nous sortent déjà de l'intégration sous-régionale, ou en tout cas de l'assistance mutuelle, mais aussi on a un présent douloureux à relever avec des défis de démocratie, de développement et aussi de sécurité. Il ne fait l'objet d'un doute que les deux peuples cheminent. Qu'il y ait chef d'État, les peuples, qu'il y ait chef d'État ou non, les peuples sont unis et marchent et il y a une dynamique d'interaction. Ça, c'est avéré. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour réaffirmer notre positionnement scientifique, voire même épistémologique, je vais me référer à Ludwig Wittgenstein qui disait, à la dernière phrase de son ouvrage Tractatus Logico-Philosophicus, que sur ce dont on ne parlait, il faut garder le silence. C'est pourquoi on a préféré les faits à la normativité, s'en tenir aux faits, à l'analyse objective qui installe un débat épanoui, constructif et qui nous profite à nous tous. Ça, c'était ce qui nous a animés. Chers membres du jury, chers parrains, Madame la Première Dame, il y a des faits, on les a rappelés, qui sont d'ordre personnel entre nos dirigeants, ou même des faits économiques. Et aussi à la précipitation qu'il y avait alors, qui ferait que cette organisation ne pouvait en tout cas être viable. Et donc nous réaffirmons aussi le positionnement de Gert Hessling qui disait que la Fédération du Mali n'était pas destinée à un long bonheur. Mais aujourd'hui, avec les faits que j'ai évoqués, il est possible de créer un présent, un peuple, un but, une foi, vous l'avez dit, je le répète, un peuple, un but, une foi, et nous pouvons le répéter nous tous ensemble, un peuple, un but, une foi. Cela recoupe. Et on n'a qu'à regarder aujourd'hui dans le monde quels sont deux pays qui partagent les mêmes valeurs républicaines malgré les distorsions d'antan et l'usure du temps qui sont en train de cheminer ensemble. Je ne le vois pas.
Ce qui veut dire qu'on a comme impératif catégorique aujourd'hui l'idée de Cheikh Anta Diop qui parlait de conscience historique. Le fait de s'enquérir de ces valeurs, de prendre ces valeurs comme action, comme outil, comme guide et comme moyen pour agir. Ça, c'est possible et nous le faisons ensemble, nous pouvons le faire. Malgré qu'il y a le fait de relever encore des défis, il est intéressant de le rappeler. Toutes choses égales, par ailleurs, Jean Jaurès nous enseigne quelque chose d'important, le fait que l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. Espoir. Yakar, comme on dit chez nous. Mais elle a quel espoir pour quel avenir? Est-ce que quelqu'un le sait? Le savez-vous? Quel espoir? Cet espoir, on peut le bâtir ensemble. Et cela passe par ce qu'on est en train de voir. Mais aussi cela passe par le fait de se dire la vérité et de chercher les distorsions qui ont émané cette fédération et de voir sous quelle forme nouvelle cette fédération est possible. Mais cette forme nouvelle existe. Vous avez parlé de cette complémentarité économique. Nous aussi, on a réaffirmé notre position par rapport à un fondement, un socle, un silo qui existe. Et donc, je pense qu'on n'a pas besoin longtemps d'épiloguer sur le fait. Il était tout autant nécessaire, intellectuels que nous sommes, jeunes, et vous, admirables et distingués assistants, de se renseigner sur des faits. Le présentateur l'a dit, on parle de la Fédération du Mali, mais on ne sait pas au juste ce qui s'est passé. Et donc j'en viens sur le point que j'avais terminé. En connaissant cette histoire, on ne va pas répéter les erreurs du passé. Mais, vous le savez, nous le savons tous, qu'il faut sérieusement travailler à cet accomplissement, à cette réussite. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, voici l'Afrique de demain. Les débatteurs maliens et sénégalais, tout à l'heure, ont fait un monde de tout leur talent, tout leur savoir-faire. Ils auraient pu continuer encore à vous proposer beaucoup de choses, mais puisque nous sommes dans un temps, le temps imparti est terminé pour le débat, nous allons permettre au jury de se retirer, délibérer et voir qui des deux pays aura remporté cette manche et qui aura été également le meilleur orateur de cette manche. Merci au jury. À présent, mesdames, messieurs, nous allons écouter deux synthèses. Pour la première synthèse, j'invite M. Souleymane Ndiaye, docteur en économie, pour la partie sénégalaise. Ma première impression, c'est ma satisfaction et de vous dire l'espoir qui m'anime en écoutant des jeunes Africains comme vous, bien formés, qui comprennent les enjeux du moment et qui l'expliquent avec une rhétorique et une scientificité hors de portée, pour même des universitaires. Les arguments qui ont été mis en branle pour édifier l'auditoire sur la profitabilité ou la non-profitabilité sont tous recevables. Je vais commencer par mes frères du Mali qui ont défendu le oui. Ils ont raison de dire que la Fédération du Mali aurait été profitable parce que, effectivement, quand on revisite l'ensemble des théories liées à l'intégration régionale, une fédération est un outil indispensable pour booster le développement économique, surtout des territoires. Et vous l'avez rappelé, l'industrialisation, l'agriculture, le fait qu'également Dakar bénéficiait d'une façade maritime est un excellent argument pour justifier davantage l'idée de la complémentarité entre nos deux économies. Et il faut dire aujourd'hui, ça et je le redis, il est difficile en ce moment de défendre la négative parce que les idées actuelles dans le monde vont beaucoup plus dans le sens du regroupement
que de la dislocation des nations ou des peuples. Il est extrêmement difficile de naviguer en sens inverse, mais ce n'est pas impossible. Parce que les arguments économiques sont du côté de vos camarades maliens. Parce que la théorie de l'intégration pose comme préalable l'économie, l'industrialisation et tous les aspects qui sont liés au développement des territoires. Et on est forcé de reconnaître que la fédération aurait été profitable parce que les deux pays partagent les mêmes dialectes, c'est les mêmes peuples, c'est les mêmes familles, c'est les mêmes... Et donc parler d'intégration en Afrique, il n'y a pas mieux de le faire au Mali. Parce que c'est ici où se trouve le cœur de l'intégration africaine. Et je le dis avec d'autant plus de fierté que le président Modibo Keïta est un exemple qui n'appartient plus aux Maliens, mais qui appartient à toute l'Afrique et à toute l'humanité. Alors, du côté de la négative, vous savez que le défaut des organisations sous-régionales ou régionales, les défauts du fédéralisme surtout économique, si on s'en réfère à l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, il nous dit qu'il y a un aspect qu'il ne faudra pas négliger, et c'est le leadership entre les personnes dépositaires ou délégataires des pouvoirs des peuples. Rien qu'à voir l'Union africaine, comment elle fonctionne, ou à voir l'UEMOA ou la CEDEAO, vous pouvez mesurer la question du leadership, qu'elle est extrêmement importante dans la marche de nos institutions régionales ou continentales. Et aujourd'hui, l'Union africaine, même si on doit l'encourager, pêche beaucoup dans certaines de ses missions par rapport au couteau tiré entre différents chefs d'État ou entre différents groupes émanant de quelques positions géographiques en Afrique. Et la question du leadership, dans le cas de la Fédération du Mali, a été, je vais dire, la cause principale de l'échec du fédéralisme entre le Sénégal et le Mali. Et le président Mamadou Dia l'avait dit, les deux économies ne sont pas les mêmes. Les institutions des pays ne sont pas les mêmes. La France n'a pas voulu de la décolonisation. Alors, en combinant l'ensemble de ces arguments, vous pouvez comprendre qu'il y avait une jalousie certaine au sein de l'élite, surtout sénégalaise, qui voyait d'un mauvais œil le fait d'injecter beaucoup plus dans la marmite que du côté du Soudan. Et également, la France n'a pas voulu de ce fédéralisme. Et il faut dire dans ce sens-là, je parle sous le contrôle des diplomates qui sont dans la salle, en relations internationales, l'essentiel, ce n'est pas ce que l'on dit. L'essentiel, ce sont les non-dits. Et la France a toujours joué sa carte dans la balkanisation du territoire africain pour toujours conserver son précaré, dans le sens de mettre toute notre économie au service de sa métropole. Et vous imaginez à cet effet que l'élite politique a été instrumentalisée à ces fins pour obtenir un échec de ce fédéralisme. Et le franc CFA, ils l'ont dit, le franc CFA est aujourd'hui un outil à démanteler si on veut prospérer. Et dans ce sens, en tant qu'enseignant-chercheur et économiste, la théorie économique nous enseigne qu'aucun pays ne pourra se développer en utilisant la monnaie d'un autre pays. Sur ce, je vous félicite, je vous remercie
Et je tire une mention spéciale à la première dame du Mali, parce que depuis notre départ à Dakar, elle n'a cessé d'appeler. Je suis témoin de voir les conditions dans lesquelles nous avons voyagé. Et cela a été une extrême générosité de sa part d'offrir ce plateau à la jeunesse africaine. Et je vous remercie. À présent, Mesdames, Messieurs, avec beaucoup d'ovation, je vous demande d'accueillir pour sa synthèse, pour la partie malienne, le parrain de l'événement, le professeur Djongouda Traoré. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, je crois que les mots me manquent un peu pour vous dire à quel point je suis heureux, surtout après avoir entendu nos débatteurs. Cela a suscité chez moi un très grand espoir à voir ces jeunes si conscients, si concernés par le devenir de l'Afrique, par la liberté, par la dignité des Africains, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Cela me donne beaucoup d'espoir parce que de plus en plus, on entend dire « Oh, la jeunesse, elle est démobilisée, elle est inconsciente, il n'y a aucun civisme, il n'y a aucune moralité, ils sont plutôt portés sur le divertissement et les distractions que sur les choses sérieuses. » La preuve est là aujourd'hui que cela est faux. La Fédération du Mali aurait-elle été profitable au Soudan et au Sénégal? C'est un sujet extrêmement important parce qu'il nous permet d'exhumer, si elle avait été enterrée, ou en tout cas de sortir des tiroirs, une idée qui a été perçue par les pères de nos indépendances comme le meilleur moyen pour les Africains d'atteindre véritablement à la liberté et à l'indépendance. Une idée d'intégration et d'unité africaine. C'était des hommes engagés. C'était surtout des hommes intelligents. Et ce n'est pas pour rien que tous ils étaient conscients que les micro-États que nous allions créer n'étaient pas de nature à nous amener bien loin. Et le fait est qu'aujourd'hui, nous avons des États qui existent. Quelqu'un a dit, nos petits États. Où sommes-nous? Où sommes-nous arrivés? Sommes-nous plus indépendants politiquement? Sommes-nous plus indépendants économiquement? Je ne crois pas. Nous avons choisi certainement la voie qu'il ne fallait pas suivre. Excusez-moi, chers jeunes camarades sénégalais, si je semble prendre tout à fait le contre-pied de ce que vous avez défendu. Mais si je prends la liberté de faire cela, c'est parce que j'ai compris, en réalité, que vous-même, votre argumentation n'a pas porté sur un désir de montrer que la fédération n'aurait rien apporté. J'ai surtout compris que vous avez voulu montrer qu'au moment où elle a été faite, les conditions n'étaient pas favorables. Et d'ailleurs, dans votre conclusion, vous avez dit que c'est vers cela qu'il fallait aller, mais qu'il fallait éviter les erreurs du passé. Ça veut dire que vous-même êtes acquis à l'idée d'intégration et d'unité africaine. Les arguments qui ont été développés sont de nature différente. Du côté, les Maliens d'origine soudanaise
Ils ont développé, je dirais, des arguments objectifs. Ils ont parlé de la nécessité de cette intégration africaine et donc de cette fédération. Au départ, pour des raisons de complémentarité économique entre les deux pays, pour des raisons de culture commune entre nos deux pays. Ils ont évoqué également le fait que ces deux pays ont appartenu jadis à un même empire. Et ils ont parlé de tout le brassage qu'il y avait eu entre nos populations, même pendant la colonisation. Ce qui explique aujourd'hui que partout au Mali, vous avez des Ndiaye, des Diop, des Fall, et qu'au Sénégal, vous avez des Traoré et des Koulibaly. Donc, des arguments tous aussi objectifs les uns que les autres. Et de l'autre côté, nos chers amis, nos compatriotes du Sénégal, eux, ils ont évoqué des arguments que moi je qualifierais plutôt d'arguments un peu subjectifs. Ils ont évoqué les contradictions entre le plus africain des Soudanais et le plus européen des Africains, contradictions qui ne pouvaient mener qu'à l'échec. Et ils ont évoqué d'autres arguments de la même nature. La fédération ne pouvait pas marcher parce que les hommes politiques de l'époque ne pouvaient pas s'entendre, parce qu'il y avait un problème de leadership, etc., etc. Par contre, chacun sait que les populations de ces deux pays, quand même, étaient acquises à l'idée de fédération. Les dirigeants, au départ, qui avaient compris qu'il fallait que les Africains s'unissent, ils avaient cessé d'être en adéquation avec les aspirations de leur population, de leur peuple, qui, eux, vivaient cette intégration, vivaient cette fédération. Il y avait toutes sortes d'échanges, il y avait les gens voyageaient ici et là. En fait, je crois que le Malien, le Soudanais et le Sénégalais n'avaient pas une notion de frontière très, très claire. On était les mêmes, en fait. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu le référendum, le Sénégal a voté avec un score beaucoup plus grand que celui du Mali. Ce qui veut dire que nos compatriotes du Sénégal étaient plus acquis à l'idée de fédéralisme que les Maliens. Donc, j'évoque ça pour vous dire que vraiment, par rapport aux populations, c'était une excellente chose. Voilà un peu ce que je pouvais dire à nos jeunes amis. Et encore une fois, en les remerciant. En les remerciant du fond du cœur. Vous, mes compatriotes du Sénégal, vous aviez un exercice difficile. Un exercice difficile parce qu'il est toujours très difficile de défendre une cause à laquelle on ne croit pas tellement. Plutôt que de fuir le débat, vous avez, disons, biaisé les choses. Vous avez parlé plutôt des mauvaises conditions, des mauvaises circonstances, des mauvaises conditions d'antan qui ne pouvaient pas permettre à la fédération de prospérer. Mais entre le fait que la fédération ne puisse pas prospérer à cette époque-là et, disons, le fait que l'idée n'était pas une bonne idée, il y a une très grande différence. Moi, je pense, quant à moi, que vous, comme nous, sommes convaincus que l'avenir de l'Afrique, c'est dans l'intégration et c'est dans l'unité. Merci beaucoup. Merci au professeur Diongouna Traoré, ancien chef d'État du Mali, parrain de l'événement, pour cette synthèse de la partie malienne. Je tiens à rappeler que c'est une compétition. Le non a tendance à faire douter le oui, et le oui doit tout faire pour faire comprendre qu'il a raison. Puisque le Sénégal était dans le non, la tâche
n'était pas facile pour nos candidats sénégalais, mais le jury sait bien que les critères de notation ne se limitent pas au non et au oui, puisque nous savons tous, bel et bien, que sans l'union, il n'y a pas de force. Ensemble, on doit conjuguer nos efforts pour arriver à un continent meilleur. Je vous demande d'applaudir très très fort la partie sénégalaise pour la défense du non. Avant de retrouver le jury, mesdames, messieurs, c'est pas de coutume de faire appel à des artistes dans une émission pareille, une émission de débat, puisque c'est une émission intellectuelle. Tantôt, on a parlé de divertissement dans beaucoup de pays. Il faut aller aujourd'hui vers l'intellect. On va faire une entorse à cela aujourd'hui, le temps de permettre au jury de revenir, vous permettre également de vous divertir en faisant appel à un jeune qui excelle, qui a le talent aujourd'hui d'imiter des personnalités. Il se fait appeler Ibeka Junior. Je vous demande de l'accueillir. Il se croit déjà, Ibeka, il demande la fanfare. Merci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un grand jour. Je dis bien encore, aujourd'hui est un grand jour. Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être venu. Aujourd'hui, mention spéciale. J'ai des mentions spéciales pour la délégation sénégalaise. Madame Keïta, permettez-moi de vous dire que vous êtes très bien habillée. Comme d'habitude, je le précise. Une seule raison, voilà pourquoi je suis venu prendre part à cette rencontre panafricaine. Bolma ci musu dem suma koroba ay mu ke ibiga ko na akar Allah subhanahu wa ta'ala de asma fa Allah subhanahu wa ta'ala ko ne kuma do fo amenna ne kuma fo amenna de maliban me yombo yamba abe jenge nga mali de d'Afrique Allah subhanahu wa ta'ala so maw wala wana memu fo gere-gere umbina malika ni salabana ala kan ka gere-gere bani ala kan ka gere-gere bani kira wa tonu kama sola salim men koreke fo jonkuna Traoré ye mo ge façon ye ala nyawala de ala ye de ala ye mo ya ye m'a ɲini an dabama fɛ Sénégalɛnw aw bɔra aw ka jamana kan cogo min na ka na Mali la yan n b'a fɔ n b'a ɲini an dabama fɛ o cogo kelen na aw ka segin aw ka jamana kɔnɔ Ala kana foyi k'aw la merci. Il ne sait pas seulement imiter Ibeka, il sait aussi imiter Alassane de la Côte d'Ivoire. Juste un extrait. Chers compatriotes,
Anitile, Alagatile Radama. Chers compatriotes de la Côte d'Ivoire, après des années de guerre et des années de conflit, voilà une nouvelle Côte d'Ivoire qui va apparaître. Chers compatriotes, vous qui avez fui le pays pendant la guerre, vous qui avez été humiliés, vous pouvez désormais retourner au bercail. Vous savez, chers compatriotes, on n'a jamais construit dans la bagarre. La bagarre détruit. Notre métier de compréhension est un grand devoir. Vive les Ivoiriennes, vive les Ivoiriens. Merci beaucoup, Ibeka Junior, pour cette prestation. On avait invité également, en plus de l'humoriste, un jeune artiste consciencieux qui fait du rap, qui a chanté l'hymne de la CC, qui est également partisan de cette émission, qui dit l'accompagner, car c'est une initiative heureuse. Je vous demande d'accueillir très très fort Master Soumi. C'est le réservoir historique. Massalou Temena Malila pour les Bolagnos d'Afrique. Le Mali, ma patrie, a connu 4 grands empires mystiques. Sanchama Donya Dula Kuma Wolego Soudanais. Kumorotani Horoya Dambe Ate Wolego Soudanais. Angman Sibuno Ye Horola Kuya Kumorota Boy. Galotigeni Ganamungana Muki Soudanais Manoya Boy. Soudanais Kumbe Same. Soudanais Kumbe Barake. Farafine Bekumbe Keliala Bekumbe Yewafe. Nous sommes résolus pour remanier l'Afrique. Action pour la conscience citoyenne. Nous sommes résolus pour remanier l'Afrique. Nous sommes résolus pour remanier l'Afrique. Action pour la conscience citoyenne. Nous sommes résolus pour remanier l'Afrique. L'action pour la conscience citoyenne voudrait rappeler la conscience citoyenne, une valeur fondamentale des aînés. Avoir cette conscience, c'est d'abord prendre conscience, situer sa responsabilité, conséquence des actes. Ta maturité dépend de ta capacité de réflexion. Tu es le problème, en même temps la solution. La foi en Dieu et non à Dieu, en soi et en sa patrie. L'honneur, la dignité, le sacrifice dans tous les esprits. Faire la part des choses, se mettre au service du pays. Accomplir ses devoirs vis-à-vis de la patrie. Citoyen, ton premier courant est la Constitution. Citoyen, ta première Bible est la construction. Tu as combattu les journées de salubrité, assainissement et reboisement, c'est-à-dire citoyenneté. L'éducation civique et morale, tu dois l'enseigner. Servir de guide pour tes pères explique la liberté. Nous sommes résolus de mourir pour manier l'Afrique. Action pour la conscience citoyenne. Nous sommes résolus de mourir pour manier l'Afrique. Nous sommes résolus de mourir pour manier l'Afrique. Action pour la conscience citoyenne. Nous sommes résolus de mourir pour manier l'Afrique. Citoyen, ACC indique ta place dans un état fait d'abandonner mes photos de Makango, dont Haken et Geta. Nous n'avons pas eu Beni Yoro, Fasoladi, Bakoroni, Wochila, Talimana Fanya. Vous le savez, Bébé, Cardate, Bébé, Malé, liste électorale, les cartes de l'Inter, Kanaga, Bunangoy, Faso Kanadela, Kanakana, Duni, Kandela, Kala, Kanaya, Mani, Baratuma, Faso de Berubaka, député de Bébé, Faso de Jumanga, Baradela, parce que Faso de Gars, un premier taxi de Bégué pour Lusara, Kapotika, un beau Saraki, Joro, Faso de Juma, Kafaso, Boyaki, Kadouani, l'Ivoire, le Mali de Juma. Yurgu ni shweli koto inga fasuna furu haramu. Saya ko flaga fshali, saya ko kereye chefa ko famu. Yemu wal buku faso de buku, butigi buku besa ko kile. Amko sosi ni tuwa faso bola chefu masa ko kile. Dr. King, Indira Gandhi, Maliu ngandam yewate. Faso ko te kula venye, akabuni febe yewa ala yu fanye. Dr. King, Indira Gandhi, Maliu ngandam yewate. Faso ko te kula venye, akabuni febe yewa ala yu fanye. Lokuna ni bela ni. Nous sommes résolus de mourir pour manier l'Afrique.
associé à des craintes et la peur de cette peur que les hommes font semblant d'afficher. Les hommes qui ne sont d'accord que sur leurs désaccords, la méchanceté des hommes, leur cupidité, cette haine qu'ils nourrissent et entretiennent sans fondement, basée sur une rivalité irrationnelle, sans issue. Quel avenir pour cette génération pour laquelle la confiance est un vain mot? Il est important de savoir que c'est une rencontre en manche aller-retour. La manche retour se tiendra au Sénégal dans 1 mois. L'équipe qui gagnera aujourd'hui n'est pas forcément l'équipe victorieuse parce que c'est la somme des 2 rencontres qui fera sortir l'équipe victorieuse. L'équipe qui perdra aura la chance de rebondir après, donc dans 1 mois au Sénégal. Le jury, s'il vous plaît. Madame la marraine, Monsieur le parrain, honorables invités, vous nous excusez du temps mis. Cela témoigne de la difficulté des problèmes que nous avons eus. Avant de procéder au résultat de nos réflexions, de nos cogitations, le jury a quelques observations à faire. Vous voyez, nous avons le plaisir d'avoir une marraine qui a soutenu cette activité, mais nous voyons à ma gauche, à ma droite, des équipes qui sont entièrement masculines. Peut mieux faire dans l'avenir. Deuxième observation du jury, nous avons une grille d'évaluation qui n'était pas facile, mais nous avons pris la décision d'intégrer dans cette grille qui nous amène à 40 points, nous avons intégré de valoriser l'introduction et la conclusion. Donc vous voyez, c'était des épreuves. Les candidats prenaient 5 minutes ça fait 10 pour parler. Nous pensons que c'était du temps assez important. Et comme on a des spécialistes, la communication qui était dans le jury, nous pensons que c'était là l'accroche et la chute. Comme on dit en communication, c'est ce qu'on dit aussi en poésie, la chute du poème. Donc, on souhaiterait que cela contienne compte de l'introduction de la conclusion dans l'avenir. Donc, après avoir longuement délibéré, nous allons commencer par les individuels. Comme meilleur orateur, en tout cas à l'unanimité, le jury a décidé que M. Mamadou Ndiaye Sarr du Sénégal a brillé par la qualité de son argumentation et le jury a fait l'observation. C'est vrai que le sujet défendu par le Sénégal n'était pas un sujet facile. Ce n'était pas un sujet facile, mais son introduction a permis de bien camper le problème et le jury a apprécié, travaillant sur un sujet difficile, il a réussi à accrocher notre attention. Donc, nous n'avons pas dit que les autres ont démérité. Si vous remarquez, même dans la conclusion finale de la partie sénégalaise, ils rejoignaient plutôt observant les faits historiques pour mieux rebâtir le futur. Ce qui veut dire finalement, eux-mêmes, ils ne rejettent pas le fédéralisme à la fin. Donc, la deuxième partie que vous attendez, quelle équipe a gagné? C'est pas facile. Bon, ok. Est-ce que la sécurité des membres du jury est assurée? On sortira vivant, j'espère. D'accord. On est là, on a osé, on a calculé, on a recalculé, on a tout vérifié et nous avons attribué la note de 152,96 à l'équipe du Sénégal. Sur 200, on a calculé, recalculé, aller-retour comme on dit, et nous avons obtenu la note de 165,4 pour le Mali. Donc, nous avons déclaré comme vainqueur l'équipe du Mali.
le jury a tenu à faire cette mention. Nos frères du Sénégal ont eu à s'aimer sur une terre aride. C'était difficile, le sujet qu'ils avaient. Donc, la situation dans l'avenir, peut-être, on aurait pu faire du mi-temps, inverser les thèmes. Les résultats sont là, on assume ça collectivement. Ils n'ont pas démérité. Vraiment, il faut applaudir pour eux. Voilà. Je tiens déjà à rassurer le jury que les deux observations majeures ont été prises en compte. Pour le match retour, le Mali sera dans le non et le Sénégal dans le oui, pour équilibrer les chances. Et par rapport au genre, c'est juste une exception que nous faisons aujourd'hui. Pour le principe de cette émission, dans chaque équipe, il doit y avoir au moins une fille. Impérativement, 3 filles, d'accord, mais pas 3 garçons. Mais l'école qui vient de défendre le Sénégal est une école uniquement composée que de jeunes garçons. C'est pourquoi il n'y a pas de filles parmi eux. Et c'est d'ailleurs pourquoi, eh bien, au niveau du Mali, on a 3 garçons. Sinon, dans le principe de l'émission, on a impérativement, obligatoirement dans l'équipe, au moins une fille. Il peut y avoir 3 filles, mais pas 3 garçons. C'est juste une exception aujourd'hui. Merci pour la compréhension. Alors, nous allons à présent procéder à la remise des prix. Et sachez que les candidats du Mali ont été habillés par l'ONG Agir. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Et pour redresser la pente de ce côté, chaque débatteur sénégalais aura un bazin, plus les frais de couture, de la part de l'ONG Agir également. Chaque débatteur aura également un dictionnaire Robert. Le meilleur orateur aura un iPhone. La deuxième équipe, l'équipe du Sénégal, eh bien, iPad pour chaque candidat. L'équipe victorieuse de la première manche de Mali, un ordinateur portable pour chaque candidat également. Le prix du meilleur orateur à présent sera remis par le président du jury, M. Sommet, sous vos ovations. Et c'est un iPhone 6. L'ORTM assure la réalisation de cette émission, mais sans le concours de DEFA Communication, ça va être très difficile car aujourd'hui, le décor, tout ce que vous voyez, eh bien, c'est DEFA qui nous a mis cela à notre disposition. Merci d'applaudir DEFA Communication, s'il vous plaît. Qui est également partenaire de l'émission, de l'événement. Deuxième prix qu'on va remettre à l'équipe du Sénégal sera remis par le président de l'Assemblée nationale du Mali.
présent, le prix donc, de l'équipe victorieuse, et chaque débatteur du Mali recevra un ordinateur portable, et ces prix seront remis par le parrain de l'événement, le professeur Djongouna Traoré. Monsieur le parrain, Madame la marraine, distingués invités, grand merci aux sponsors Premier Mali, Malitel, BNDA, BDM, Somapep et grand merci également à DEFA Communication. Madame la marraine, Monsieur le parrain, Mesdames, Messieurs, cher public, avec la permission du parrain et de la marraine, nous allons donc dire au revoir à l'assistance. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci à vous d'avoir suivi cette émission à la maison chez vous et à très bientôt.